Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Roxeruku. Coucou Roxeruki, coucou Kelisha. Ah, je suis malade, je suis fatigué, je vais dire des bêtises, ce soir ça va être magnifique. Vous le sentez que ça va mal se passer, que ça va être long et périlleux. Moi je le sens, surtout que ça fait 2-3 heures que je me bats avec des logiciels. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week et que vous êtes chaud bouillant et fin prêt pour accueillir le Papa Noël. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Orcana de Disney Louza, mais aussi, comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien, je vais vous proposer des jeux auxquels vous pourriez jouer, lesquels que vous pourriez offrir si vous avez des idées de cadeaux. Et potentiellement aussi, on essaie de deviner les dominations des Azores, les amis, entre nous, vous savez. On va voir. Mais j'entrerai ça plus dans les détails juste après. Parce que bien évidemment, on va commencer par déjà vérifier que mon micro fonctionne bien. Oui, mon micro fonctionne bien. Allô, allô, oui. Et surtout, on va parler de un double fail. Puisqu'on n'a pas eu un, on en a eu deux le même jour. En fait, c'est un fail, mais qui compte pour deux. Puisque, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons eu les premiers leaks. Reveal, leak. C'est plus des leaks que des reveal, mais bon. Les premiers leaks du prochain set avec donc. Veux-tu un bonhomme de neige en chanson 3 non ancrables et votre adversaire va devoir choisir de répondre soit oui soit non et selon sa réponse vous allez faire une action. Si il dit oui, dans ces cas là vous gagnerez 3 de l'or, rien que ça. Comment dire qu'en règle générale vous n'allez pas beaucoup dire oui. Cependant si vous dites non, enfin s'il dit non plutôt, il choisit un personnage et il va le placer en dessous de son deck. Donc voilà, ça permet de bounce un personnage adverse et ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup cette chanson Violette. J'adore beaucoup les mécaniques de je te pose une question, c'est à toi de décider. C'est vachement sympa et l'illustration est sublime aussi. J'avoue que Lady je ne sais pas quoi. Je crois qu'en plus de ça, c'est une illustratrice qui a déjà fait. Mais j'avoue qu'elle est magnifique. Et à côté de ça, on a la première légendaire qui a été leak. Donc une Anna, une magnifique Anna, Floodborn Hero à Rennes. 5 ancrables, 5 de force, 5 de volonté, qui est à 1. Et elle donne pas mal d'idées, du moins dans mon cerveau et dans le cerveau de certaines personnes que je connais, puisque elle a une petite capacité particulière. C'est que si une carte quitte la défausse d'un joueur durant ce tour, cette carte gagne Alter 0, les amis. Alter 0. C'est gratuit. Tu joues une Anna starter, tu fais tes deux, boum, allez, tu bouges une carte de la défausse d'un joueur, et boum, tu sors une Anna tranquillou, pilou. Tu peux chanter ce que tu veux, hein, clairement. Donc, incroyable carte, la Anna, vraiment insane, et c'est là où on va avoir des cartes de ouf hein, qui vont revenir juste pour pouvoir jouer Anna très vite, parce que Alter 0... Selon les prochaines Anna qui vont sortir, franchement, ça va devenir très très fort. En plus de cela, à chaque fois que ce personnage partira à l'aventure, vous pouvez gagner du lore égal au lore d'une carte personnage de votre défausse. Et si vous le faites, vous placez cette carte en dessous de votre deck. Donc, c'est insane. Franchement, c'est totalement fou. Pour un deck jaune-violet, Anna, je l'aime d'amour et d'eau fraîche. Vous défaussez, tatati tatata, c'est incroyable. Franchement, Anna. Mais je sais que je l'aurai pas, donc bon, on va se calmer de suite. Donc on va pas programmer sur la comète. Il faut une bébé Anna, je l'attends depuis le 7-5. Oui, moi aussi, je l'attends. Pour le deck, Anna Elsa, il la faut, bébé Anna. On veut bébé Anna. Vraiment,
Je suis d'accord avec Kalisha. Donnez-moi une bébé Anna pour pouvoir faire footboard Anna. Et là, bam bam bam, on casse les couilles de l'autre. Je suis en train de finaliser un deck Anna Elsa, bon alors qui est clairement pas méta, mais qui peut bien casser les pieds. Donc Keisha, sache que t'inquiète pas, tu vas te faire plaisir bientôt sur le deck Anna Elsa. Et cette fois-ci, je vous promets, je le mettrai directement sur cette chaîne-là, hein, la chaîne et leur canal, le deck profile. Pas comme le précédent que j'ai mis sur ma chaîne perso. Et après, je me dis, ah bah, il faut pas mettre là, ça veut dire que machin. Je dis, ah mince, mais oui, c'est vrai. Donc bon, ce n'est pas grave, on est là, on a corrigé, on a fait pou pou pou. Eh, regardez, nouvelle vidéo. J'ai pas une bêtise. Bref. Anna Insane, j'adore. Passons maintenant à encore des promos, puisque oui, on va parler des nouvelles promos, les amis. On va en avoir 3 promos. On va avoir la réponse, le Donald Duck et le Stitch Rockstar. Stitch Rockstar qui a sa 4e version, je crois. Vraiment, ça commence à devenir un peu pénible, monsieur Stitch. Donc voilà, par contre, le Donald, le boss, il est incroyable. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient vraiment zoomé en fait sur la carte, c'est vachement stylé. Et l'effet un peu graffiti est vachement cool. Ces cartes-là seront spécialement distribuées à l'Epcot International Festival of the Arts de l'année prochaine. Alors, là vous allez me dire, bah c'est bien Trip, mais qu'est-ce que c'est que ce festival? Parce que bon, moi je veux des cartes, elles sont magnifiques. Ah ouais, elles sont magnifiques. Surtout qu'on a 2 floodboard et une non floodboard. Qu'est-ce que c'est que ce Epcot? Eh bien, je vais vous parler de qu'est-ce que ce Epcot International Festival of Arts. Il s'agit en gros d'une rencontre donc à Epcot, donc à Disney World, qui va mettre en avant toutes les formes d'art, donc la gastronomie, la peinture, les spectacles, la musique, etc., etc. Et là, vous allez me dire, oh, alors la peinture c'est sympa, la gastronomie c'est sympa, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, au niveau de la gastronomie, vous allez avoir justement un restaurant gastronomique, spécialement pour l'occasion. Oh, vous allez pouvoir manger de trucs incroyables. Ça m'a donné faim toute l'après-midi, donc profitez de ces 3 photos, hein, franchement. Une magnifique rose, alors je présume que c'est une sorte de pâte d'amande, je sais pas trop. Par contre les 2 pavés là en dessous là, ils donnent faim. J'avoue que je serais bien tenté. Au niveau des spectacles, qu'est-ce que vous auriez pu, enfin qu'est-ce que vous pourriez avoir? Eh bien, ça va être sur la référence de Broadway, puisqu'en effet, vous aurez le Once Upon a Stage, The Magic of Disney on Broadway. C'est-à-dire que dessus, dedans plutôt, vous allez pouvoir découvrir des costumes, des décors, des accessoires, etc., des spectacles de Broadway. Donc, vous allez pouvoir voir La Belle et la Bête, vous allez pouvoir voir Le Roi Lion, Aladdin, etc., etc. Donc si vous voulez voir justement les accessoires, hein, tout simplement, qui se cachent derrière donc les spectacles de Broadway, eh bien franchement vous pourriez vous faire un pur kiff là-dessus. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez aussi une Animation Academy. Animation Academy va être en fait tout simplement pour vous présenter comment est-ce que vous allez créer un personnage, dessiner un personnage de Disney. Par exemple ici vous voyez un cours de dessin de comment dessiner Mickey, notre chère petite souris Mickey. Donc vous allez avoir plusieurs cours comme ça et c'est vachement intéressant pour celles et ceux qui veulent se mettre à dessiner du Disney, avoir des conseils pour un peu performer sur le dessin de Disney, c'est cool. Et après vous allez avoir d'autres choses, hein. Alors j'ai pas tout mis, vous allez avoir aussi de la voltige, vous allez avoir de la musique de rue, vous allez avoir la possibilité de faire des graffitis en fait, qui sont fournis par Disney. Donc vous allez avoir la possibilité de faire de la peinture, des bombes, etc. Vous allez pouvoir faire du pixel art, tout ça c'est cool, vous allez pouvoir justement mettre votre patte à l'édifice. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui sont vraiment attirés par tout le milieu de l'art, et on le sait, hein, puisque forcément...
Vous êtes là, c'est pour les interviews, on sait très bien, pour moi. Malheureusement, j'ai pas les interviews tous les jours hein, non plus. Et donc, si vous êtes intéressé vraiment, allez-y, les amis. Ça se passe du 4 mars au 1er juin. C'est la saison basse, hein, comme ils le mettent en avant justement. Pour que les prix soient bas pour les séjours au Walt Disney World. En même temps, c'est en gros pour... Bah les gars, on n'a pas beaucoup de monde dans cette période-là. Comment est-ce qu'on ramène les gens? Bah on ramène les gens pile dans la saison basse. Argent, argent. Bon, en même temps, ça fait plaisir pour les gens qui veulent faire kiffer. Et aussi, des prix bas pour les vols vers la Floride aussi. Et c'est là que justement, vous allez pouvoir potentiellement, pour ceux qui ont les moyens, qui ont envie d'y aller, et bien pouvoir en profiter. Alors, j'ai pas regardé quel jour ça tombait du 4... Bah, de toute façon, le 4 mars, c'est un mercredi. Et le 1er juin, c'est un mercredi. Donc, d'un mercredi à un mercredi, vous allez pouvoir trouver en un mois entier tout ce que vous allez pouvoir. En plus de ça, ça tombe en plein milieu de semaine, le début et la fin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement trouver les dimanches. Toujours le problème du premier dimanche ou du dernier dimanche, c'est un peu la galère. Mais là, vous n'avez pas de premier ou de dernier dimanche. Au pire des cas, vous pouvez profiter d'y aller en plein mercredi 4 mars et comme ça vous aurez encore potentiellement moins de monde ou plus de monde parce que c'est là où vous aurez peut-être tous les Américains qui seront. Mais bon, ça c'est un autre problème. C'est moins intéressant. Voilà au niveau de Epcot. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds, même pour la rediff? Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud ou pas là-dessus. Le temps que vous répondiez, je vais répondre, enfin vous transmettre un message de Jeanne puisque j'avais eu un commentaire. Un long commentaire de Sin sur des questions qu'elle voulait poser à Jeanne et qu'elle n'avait pas pu puisqu'elle n'est peut-être pas là. Donc, eh bien, je vais les transmettre et vous les transmettre maintenant, les amis. C'est un poil loin, mais les cartes sont belles. Exactement, Keisha. Elles sont magnifiques. Donc, les questions, la vraie question c'était, là actuellement on est au 7-10, on sait qu'il va y avoir Winter Spell pour le 7-11 et Contrées Inconnues pour le 7-12. Donc on a potentiellement connaissance, nous en tant que joueurs, des univers des 2 sets suivants. Est-ce que les artistes, eux, connaissent plus que les 2 sets suivants? Pas dans les noms ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle se demandait en gros si les artistes ont plus connaissance des univers d'après, donc un simple oui ou non lui suffit. Et la réponse c'est un gros... Oui, on en sait un peu plus que les joueurs là-dessus, mais elle n'en dira pas plus, Jeanne, pas seulement par peur d'en dire trop, parce que bien évidemment pour éviter de se faire censurer autre chose, mais surtout pour laisser la surprise de découvrir les sets, et c'est plus cool et c'est important. Ça participe au plaisir du jeu et d'ouvrir des boosters, et ça je suis totalement d'accord avec Jeanne, et je pense que Sin voulait justement ce genre de réponse là, et ça suffit largement. Epcot est trop loin malheureusement. Oui, je suis d'accord Roxaoki, clairement Epcot est trop loin, mais bon. Deuxième question. Donc Sin sait que c'est une question bateau, mais elle ne va jamais en convention. Mais combien de temps en moyenne il faut à Jeanne pour faire une illustration avec les allers-retours, avec le directeur artistique, etc. Eh bien la réponse est peut-être bateau, mais eh bien ça dépend des cartes et de leur rareté. Elle n'est pas autorisée à en dire beaucoup plus, le temps de production varie et c'est tout un travail d'équipe, car après l'illustration il y a le foil, l'impression, les tests, etc. etc. Et Jeanne est désolée de rester floue là-dessus, mais c'est normal. Troisième question, est-ce que les directeurs artistiques sont les seuls interlocuteurs de Jeanne quand elle fait une carte? Oui, c'est eux qui managent, donc qui encadrent les artistes et qui les suivent dans tout le processus créatif. Donc oui, clairement. Bon, après, elle peut discuter un peu avec d'autres artistes, mais en règle générale, ils savent pas plus que ça, hein, clairement. Donc malheureusement, on est un peu solitaire. Et dernière question. Du coup, tous les échanges se font en anglais. Alors, est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir un quiproquo sur le sens artistique qu'on voulait qu'elle fasse sur une carte, Jeanne? Non, jamais. Elle est vraiment très à l'aise en anglais. Son compagnon de vie est américain et vraiment, l'anglais, c'est très ancré dans son quotidien. Et petite anecdote, par le passé, et étant plus jeune, Jeanne était nulle en anglais. Mais elle a bien dû apprendre parce que dans tous les cas, dans ce milieu-là, il faut, et c'est une obligation, absolument être à l'aise avec cette langue. Et voilà au niveau du retour de Jeanne sur sa question, enfin sur la question de Sin. N'hésitez pas bien évidemment si vous avez d'autres questions à mettre des commentaires. Donc sur les vidéos les plus récentes c'est mieux, après vous pouvez faire remonter sur les anciennes vidéos, je verrai quand même la notification. Mais comme ça je peux faire remonter et je peux vous transmettre les messages des interviewés. Le tournoi
Infini a eu lieu ce week-end, les amis. Pour nous, ça s'est passé correctement. On a eu nos 8 joueurs. C'était très bien. C'était très sympa. D'ailleurs, il faut que je partage les photos. J'ai pas fait mon travail. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais sachez qu'en tout cas, je pense que ça s'est assez bien passé pour tout le monde. On avait la possibilité d'offrir des boosters du set 3. J'ai préféré donner des cartes du dernier set parce que ça permet d'être un peu plus avantageux pour le prochain championship. Hein. Potentiellement, vous aurez peut-être une légendaire que vous n'avez pas eu. Donc voilà. Même ne répondez pas à 10h. À 10h, Play Hub. Oui, j'avoue que Play Hub, je crois qu'il buguait. Parce que nous, on l'a lancé. Alors, on devait le lancer à 11h. On l'a lancé à 10h30. Nos inscriptions étaient déjà faites avant. Donc, mais ça avait ramé de fou. Ça avait ramé de fou. Mais ça, c'est normal. Ils veulent mettre tous les événements le même jour. Je pense ils ont profité de faire ça. C'est pour tester les limites de leur logiciel. Et bon, les logiciels, au bout d'un moment, leurs serveurs, tout ça, vont un peu exploser. Mais bon, ça, c'est un autre problème. En tout cas, vous avez pu, j'espère, récupérer ce rêve bleu. En anglais, je le rappelle, c'est normal. Avec estampillé 1. C'est vraiment du set 1. C'est une carte du set 1. Et celles qui n'ont pas pu l'avoir, vous pouvez l'acheter sur Card Market, Vinted, etc. Vous le savez, hein, avec la petite anecdote qu'il y a eu la semaine dernière. Cependant, quel est le prix actuel? Parce que je vous rappelle que sur Vinted, vous pouvez la trouver à 20 €, hein, même sur Card Market. Et bien maintenant, elle est juste à 5 €. Donc pour ceux qui sont tombés dans l'arnaque de l'acheter avant l'event, et bien vous vous rendez compte que maintenant, ça valait pas le coup. Hein. Vous avez perdu facilement 15 €. Si ce n'est 60 si vous avez chez le playset. Donc vraiment, attendez que les événements soient finis. Et là, vous verrez que les prix chutent énormément. Ou alors participez à des émissions. Potentiellement, vous aurez peut-être des jeux pour gagner des cartes. Clin d'œil pour le jeu de la semaine dernière. Donc voilà, au niveau du tournoi Infini, franchement, c'était cool. On a eu de tout, hein, vraiment. Moi, j'avais voulu faire mon deck Infini, mais je me suis rendu compte qu'il manquait des cartes. Je veux un jour jouer mon deck Rush, mais il me manque des cartes Rush. C'est insupportable de jeu de verre, mais c'est pas grave. Donc voilà, on en a fini pour l'Orcana. On va le mettre en pause, hein, les amis. Ici, vous savez très bien que j'adore jouer, justement, pendant les 5 minutes pour le live, j'étais en train de sliver un jeu. Le mode solo d'un jeu et de lire vite fait les cartes, enfin les règles, parce que quand on l'a testé hier soir, on a eu un bug sur une carte, on n'a pas compris l'intérêt, et en fait j'ai juste pas lu une règle sur le fait de mettre la carte dans la boîte. Alors peut-être que ça servirait pour certaines cartes, mais bon, j'avoue que là, comme ça, je sais pas. Donc, j'aime jouer, je pense que vous aussi vous aimez jouer de tous les types de jeux. Et on va donc partir sur à quoi jouer dans les jeux, bien évidemment, qui sont sortis récemment. Parce que bien évidemment, je pourrais partir sur Villainous, etc. Les Villainous qui sont juste là, hein, ma petite collection pour le moment. Toute petite, mais on peut même jouer à l'Orcana, tout ça. Mais en vrai, à quoi peut-on jouer? Et donc, je vous ai fait des classifications. Alors, ce ne sont pas des classifications de difficulté de moi. Hein. J'ai essayé de les classifier en fonction de la classification potentielle de l'As d'or. Hein. C'est vraiment pas en mode mes classifications, c'est pas les miens. Certains sont, je les aurais mis dans initié alors que peut-être qu'ils sont experts et vice versa. Donc mea culpa, j'ai quand même un peu séparé 2-3 trucs, mais vraiment comme ça vous allez pouvoir de quoi vous faire plaisir. Il n'y a pas de jeu collaboratif, pas de jeu à deux réellement. Il y en a plein, hein, vraiment, et je trouve qu'il y en a eu trop en fait. Il y en a eu beaucoup trop et on s'y perd. Le problème des jeux de société, alors il y en a de très bons jeux de société à deux. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une chronique à la rentrée. Parce que je vous rappelle que c'est le dernier de l'année 2025, ce l'Orcana. Mais en vrai, jeu à deux, c'est un. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je trouve que jeu à 3, c'est bien. 4, c'est vraiment cool. Plus que ça devient plus que compliqué. Hein, vraiment. Donc, pas fou. Bref, passons tout d'abord aux jeux pour enfants. Les jeux pour enfants, et là, je vais vraiment aller dans les jeux pour enfants dans le sens bas âge. Pas, pas pour les enfants de 6-7 ans, même si vous aurez de très bons jeux pour 6-7 ans aussi, et ce sont des enfants aussi. Mais vraiment, vu les annonces des As d'or enfants, c'est vraiment des As d'or
pour les plus petits. Donc en vrai, voilà. Alors quels seraient mes préférés? Alors mon préféré de l'année, est sorti actuellement du moins, c'est, et ça restera, je pense, Lolly-Dog. Lolly-Dog, je vous en avais déjà parlé à la sortie de Cannes. Jeu incroyable, en rupture non-stop. C'est vraiment... Il y a de très fortes chances que ce soit l'As d'or de enfant pour l'année prochaine. Vraiment, le nom est sur toutes les bouches. Même s'il y en a d'autres qui sont quand même pas loin. C'est un jeu basé sur la memory. Vous lancez 2 dés, donc vous voyez rouge et bleu. Vous allez devoir appuyer sur un chien. Il va tirer une langue. Il va falloir trouver soit le rouge, soit le bleu. Si vous l'avez bon, vous le récupérez. Sinon, vous avez quand même une deuxième chance pour récupérer au moins l'un des deux. Vous pouvez aussi appuyer sur un chien qui se trouve dans votre chenil ou sur le chenil d'un autre joueur. À quoi ça sert d'appuyer sur le vôtre ou sur celui d'un autre adversaire? Si c'est le bon et que vous appuyez sur celui de l'adversaire, eh bien vous lui piquez. Et c'est Pengolo avec des chiens. Exactement. Et si vous appuyez sur le vôtre, eh bien ça vous permet de valider quand même un dé. Parce que si vous arrivez à appuyer sur 2 bonnes langues, eh bien vous relancez, vous rejouez. Et donc ça c'est cool, c'est vraiment sympa. Et je trouve que le côté des petits toutous, tout ça, il est tout mignon. Donc c'est... Et puis les chiens, c'est mignon. Deuxième jeu, alors un jeu qui n'a pas fait de grand bruit. On l'a découvert lorsqu'on a fait une commande. Et j'étais déçu parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas présenté à Vichy? Puisqu'il est sorti en octobre. Et c'est un jeu à 2. Qui peut très bien fonctionner avec adultes, enfants, famille, tout ça. Mais il est accessible pour des enfants. Alors c'est un peu plus âgé quand même, hein, vraiment. C'est un jeu abstrait, entre guillemets, qui va s'appeler Big Bang. Alors je l'associe à un jeu d'échecs. Tout simplement, vous allez devoir poser vos pions, donc soit des rouges, soit des bleus, dans le petit plateau qui est aimanté. Et ça fait plaisir. Le côté aimanté, le voyage, tout ça, c'est cool. Alors que vous allez en poser 1 ou 2 des pièces. Alors comment est-ce que ça va se jouer? Vous avez 2 types de pièces, des planètes. Les planètes ont une seule contrainte, elles doivent toucher au moins 2 éléments. Le bord du plateau compte comme un élément, et donc le premier joueur va poser une planète. Par exemple, imaginons, je pose la planète, la bleue 19. Dans ces cas-là, le joueur suivant pourrait jouer la planète 4 ici, puisqu'elle touche en effet ma planète et le bord, etc. etc. Le satellite, lui, doit aussi toucher 2 éléments. Cependant, il doit toucher une planète de sa couleur. Donc, par exemple, ici, le satellite ici touche bien ma planète bleue et le bord. Celle-là, il touche ma planète, la planète rouge et un peu ça, mon satellite. Alors lui, il touche 3 éléments, c'est encore mieux. Et vous allez ainsi avancer. Alors, comment est-ce que ça se joue? Comment est-ce qu'on sait si on joue 1 ou 2 éléments? Parce que c'est le jeu qui va vous l'imposer. Vous allez comparer avec les valeurs des éléments que vous jouez. Donc par exemple, là, imaginons que l'adversaire pose le 1. Voilà, il s'arrête là. Dans ces cas, je regarde le 1. Je vais pouvoir jouer donc un élément. Si ma valeur est supérieure à celle de l'élément dernier élément placé par l'adversaire, je m'arrête là, je pose qu'un seul élément. Par contre, si mon adversaire a positionné la planète 15 et que je positionne ma planète 8, qui est donc inférieure au niveau des valeurs, dans ces cas, je serai obligé de jouer un deuxième élément, quel qu'il soit, je peux jouer le 2 et mon tour s'arrêtera. Fin de partie, quand l'un des 2 joueurs a positionné tous ces éléments sur le plateau, ou alors quand un joueur ne peut plus en poser. Dans le premier cas, vous gagnez, dans le deuxième cas, si vous ne pouvez plus rien poser, si vous ne pouvez rien poser de ce qui vous reste, et bien dans ces cas, vous perdez. Précision, vous ne pouvez pas poser tous les éléments sur le plateau, sinon ce serait trop simple. Donc vraiment vachement cool, vachement casse-tête. Donc en niveau enfant, voilà, il est assez stylé, c'est chez Ozu. Donc c'est assez cool de voir ça. Donc c'est à partir de 7 ans. Donc vraiment, je vous le conseille. Il est super agréable au toucher. Donc Big Bang, jeu qui est très peu publicité, mais pourtant je trouve qu'il mériterait. Franchement, c'est cool de... en gros, ça permet de mettre un jeu abstrait à la portée des enfants. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, et puis les adultes, vous allez vous faire kiffer. J'ai déjà vu des adultes se prendre la tête sur ce jeu, voire s'insulter parce que forcément vous allez vous bloquer. Donc c'est vachement sympa. Alors, jeu à 2. Autre jeu qui n'est pas encore sorti, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Il va donc bien y avoir de la planification sur les valeurs jouées. Exactement, Keisha. Et ça qui est plaisant, c'est que tu vas planifier sur la forme, la valeur, etc. Donc c'est vachement cool. Donc il y a vraiment de la planification.
pour ça que je trouve que c'est... Alors, je simplifie en disant que ce sont des échecs en plus simple, et pour moi, c'est pas en plus simple. C'est vraiment de même difficulté que les échecs, puisque tu as vraiment les valeurs des planètes, et la planification qui va justement rendre d'énormes possibilités. Sachant qu'il n'y a pas des cases, là, c'est vraiment l'espace rempli. Donc, c'est vachement bien, c'est vachement cool. Et bien évidemment, interdit de bouger des éléments qui sont déjà positionnés. Les aimants sont assez forts pour que... Vous inquiétez pas, vous n'allez pas les bousculer par inadvertance. Faut vraiment le vouloir. Donc j'allais parler du troisième jeu qui a sa place, je pense, à l'As d'Or enfant. Big Bang, malheureusement, je pense que c'est parce qu'il n'est pas publicité, mais j'aimerais bien qu'il y soit quand même, ça ferait plaisir pour Ozu. C'est le jeu. Et il me semble que je n'en ai pas parlé. C'est possible. Qui est le jeu? Chakaru. Alors Chakaru est un jeu qui va sortir fin janvier. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que bah, déjà il arrivera suffisamment tôt pour pouvoir être un As d'Or. Ça joue de 2 à 5, ça partait de 6 ans et c'est un jeu débile à souhait. Débile à souhait, c'est un jeu de rapidité et de mémoire. En gros, alors vous allez me dire, oh là là, rapidité, mémoire, qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez avoir 3 niveaux. Premier niveau, ça va être un jeu de rapidité. On va dire plus de rapidité. En gros, vous allez avoir un aliment, par exemple, enfin le kangourou, mais sans son burger. Dans ces cas-là, vous allez éplucher chacun votre deck et essayer de trouver le kangourou avec son burger. Dès que vous arrivez, bam, vous tapez et vous récupérez le point. Donc, vous allez faire ça un certain nombre de fois. Ça, c'est la première manche. À partir de la deuxième manche, et c'est là que c'est intéressant, et la troisième manche, c'est à peu près la même chose que la deuxième, mais un peu plus compliqué. La deuxième manche, vous allez prendre votre deck, vous allez le diviser en deux, et au top, tout le monde va choisir un de son paquet, éplucher. Voilà. Enfin, c'est pas au top d'ailleurs, tout le monde va pouvoir choisir et regarder un, et là, le poser. Dès que tout le monde a fait ça, donc il va falloir se rappeler de toutes les cartes de votre paquet. Alors, il n'y en a pas 160, hein, ne vous inquiétez pas. On va retourner une carte, imaginons le kangourou. Et là, il va falloir que vous fassiez un choix au top, donc quand on révèle la carte. Est-ce que je prends le paquet gauche ou est-ce que je prends le paquet droit? Dès que vous prenez un paquet, par exemple, imaginons le gauche, vous allez devoir récupérer donc le kangourou. Donc en gros, bah, si vous l'avez vu dans le paquet que vous avez checké avant, vous allez justement pouvoir récupérer le kangourou facilement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il s'ouvre dans l'autre, hein, c'est un peu d'adduction. Si vous prenez le bon et que vous tapez suffisamment vite, dans ces cas-là, vous gagnerez pas mal de points. Si vous avez pris le bon paquet, vous aurez, je crois, un point en plus quand même. Pas sûr pour ça. Par contre, si vous vous êtes trompé de paquet, vous allez avoir des malus, des points en moins. Donc c'est le côté un peu drôle. C'est vraiment très enfantin, très malin. C'est l'une des rares fois où je dis qu'un jeu est malin. Vraiment, c'est un adjectif que j'utilise très peu pour les jeux. Mais vraiment pour les enfants et familial même, hein. C'est même un très bon jeu familial. Hein. De toute façon, les jeux pour enfants sont des très bons jeux familiaux aussi. Donc je vous le conseille. Je pense que si je me souviens bien, il sera dans les alentours de 15-20 €. Prix public, donc franchement, faites-vous kiffer. Hein. C'est un jeu uniquement des cartes. C'est excessivement plaisir. Il y a des dessins vraiment mignons, ouais, il y a des flamants roses, il y a tout ça, c'est vraiment stylé. Et il y a surtout des pièges, et ça qui est vachement intéressant. Alors, ce sont mes 3 préférés. Vous allez pouvoir retrouver potentiellement hein, d'autres jeux qui pourraient vous faire plaisir. Ce ne sont pas forcément les miens, mais qui peuvent faire plaisir à d'autres gens, que j'ai sélectionnés, parce que je sais qu'ils fonctionnent bien. Ou alors qui ne seront clairement pas à l'As d'Or. Alors tout d'abord, j'ai commencé par un qui pour moi ne sera pas à l'As d'Or, mais qui fonctionne très bien, qui est super pour les enfants. C'est une licence qui date d'il y a maintenant plus d'1 an. Et vous en avez eu 2 nouvelles éditions cette année. Et je vous propose donc une qui est la plus rigolote pour les enfants, qui est le Spy Eye. Donc c'est une licence Pyramide. Donc c'est un jeu collaboratif, du cherche et trouve. L'avantage de Pyramide, c'est que vous allez avoir du 3D, donc il y a vraiment du challenge. Vous en avez un autre qui est fantasy, en gros le challenge est encore plus élevé. Donc c'est pas vraiment enfantin, c'est plus familial fantasy. Mais le Pyramide fonctionne très bien avec les enfants. Il faut que vous fassiez une sorte de puzzle déjà pour construire en 3D. Et après, c'est parti. Comment ça fonctionne? C'est du cherche et trouve. Donc vous allez retourner une carte. Donc par exemple ici la lampe. Chacun va avoir des petits jetons. Et vous allez avoir, donc une fois que vous avez révélé ça, hop, vous retournez le sablier. Et vous allez devoir retrouver le maximum d'exemplaires
de la lampe donc sur le plateau. Mais attention, le plateau est en 3D. Vous allez devoir vous déplacer, il y a peut-être des cachettes, il y a des trucs à tourner, il y a les triangles là qui va falloir retourner aussi parce que potentiellement il se trouve derrière, une petite roulette aussi à manipuler, etc. etc. Une fois que le sablier est terminé, vous allez vérifier le nombre d'exemplaires donc de la lampe, en l'occurrence du génie, vous aurez trouvé, vous avancerez votre archéologue d'autant de cases. Le but étant de rattraper le voleur, le pillard de tombe. Le pillard de tombe va se déplacer d'autant de cases que de pas sur la carte, et etc. etc. La partie se termine quand vous en avez rattrapé, après votre déplacement, pas après le déplacement du cambrioleur, et là vous gagnez, ou alors quand le cambrioleur arrive dans la salle du trésor tout en haut, dans ce cas vous avez perdu. Et vraiment cool et vraiment fun. Les Spy Guys, c'est vraiment une très bonne ambiance, je vous les conseille. C'est une gamme qui va un peu plus se développer, puisque avant ils étaient distribués par un petit distributeur qui le francisait. Et maintenant ils se sont été pris par un plus grand distributeur. C'est pour ça qu'il y a peut-être ses chances au niveau de l'Asdor, peut-être. Mais en vrai, vachement cool, vous allez le retrouver plus facilement cette gamme-là. L'autre jeu, vous le savez très bien, que j'aime bien. Mais malheureusement, je pense qu'il ne sera pas considéré comme un jeu enfant parce qu'il est un peu plus âgé, je sais pas. J'ai un peu du mal. C'est la cerise sur le gâteau. Je vous invite à regarder l'émission sur le Kinderspiel, enfin sur le Spiel des Jahres, où là justement la cerise sur le gâteau, c'est le Kinderspiel. Toujours pas pu faire une partie, mais vraiment très cool, très sympa, très enfantin, très malin, très intelligent et qui fonctionne très bien entre adultes a priori. Hein. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est super cool, franchement c'est incroyable. Mais je pense malheureusement que ça ne sera pas le cas pour ce jeu, malheureusement. Est-ce que vous avez certains de ces jeux-là qui vous ont fait, voilà, qui vous ont un peu tapé dans l'œil dans ce que je vous ai présenté? Bien évidemment, mettez en commentaire pour ceux qui sont en rediff. Moi j'ai juste mouché le temps que les gens se répondent. Hop, parce que la maladie, c'est marrant, mais 2 secondes. Suivant qui me parle le plus. Ouais, j'imagine bien. Le Kinderspiel des CRS est une bonne référence. Clairement, non, mais clairement, le Kinderspiel des CRS, clairement, c'est cool. Ah, les Big Bang, j'avoue que Keisha, j'ai mis une pièce dessus. On l'a mis en démonstration. Ma collègue, au départ, était en mode, quand je lui ai parlé de ça, elle disait, bof, elle a vu la vidéo, elle s'est dit, ah, il y a un petit truc aussi, on l'a fait, mais on a adoré. Et vraiment, je pense que le Big Bang, bah, prenez-le, c'est un pur kiff. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa. On va passer maintenant aux jeux donc plus familiaux, donc un peu plus évolués. Donc c'est pour ça que je mettrais plutôt cerise sur le gâteau dans les jeux famille. Et donc peut-être Asdor, mais Asdor je ne crois pas du tout parce qu'il y a d'autres jeux malheureusement. Jeux enfants, c'est un peu compliqué. Hein. C'est vraiment la catégorie Asdor qui est un peu compliquée. Donc c'est pour ça que je vais plutôt faire des catégories pour moi. Et après là, malheureusement Asdor c'est un peu compliqué. Alors jeu famille, mon préféré, le grand coup de cœur, c'est Tulico. Tulico est un jeu incroyable, il est beau, il est magnifique. La boîte est brillante, elle est sublime. Le but, c'est du compétitif. Vous allez avoir votre pioche de tuiles, vous la piochez, vous l'insérez dans un des interstices ici, et vous allez ainsi récupérer l'autre tuile, donc par exemple ici, la tuile rouge, qui sort par la sortie soleil, donc vous allez la mettre sur votre plateau, sur l'une des cases soleil. Rien de plus compliqué. Cependant, la complexité va être sur l'objectif du jeu et à quoi ça sert de mettre des tuiles forêt sur votre plateau individuel. L'objectif va être de positionner en premier, c'est une course, tous ces jetons esprit et tous ces jetons rivière. Maintenant, comment est-ce qu'on les positionne? Pour les positionner, eh bien, vous allez regarder ce que vous avez sur votre plateau. Si vous avez 2 forêts de couleurs différentes, vous allez pouvoir, vous n'êtes pas obligé de pouvoir mettre une rivière. Si vous avez 2 forêts de même couleur, vous devrez mettre un jeton esprit. Et c'est comme ça que vous allez optimiser vraiment là-dessus. Alors vous allez dire oui, bon d'accord, c'est un peu malin, mais bon sans plus. Attention, il y a un côté memory puisque vous voyez donc les couleurs des 4 du bord, celle du milieu. Vous ne vous en rappellerez, enfin vous la verrez pas de suite, donc vous devrez vous en rappeler. Première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des objectifs en plus à faire.
3 objectifs. Un objectif sur les formes des rivières. Si vous arrivez à le faire, vous allez pouvoir prendre 2 esprits et le mettre sur la carte. Ça vous en débarrasse. Ils sont comptabilisés comme étant placés. Vous en aurez un sur les formes à respecter sur votre plateau avec les forêts. Là, c'est pareil, dès que vous le respectez, boum, les 2 esprits, vous en remettez. Vous pouvez en valider plusieurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un. Vous pouvez en faire plusieurs. Par contre, une fois chacun. Malheureusement. L'autre, ça va être sur les emplacements, donc par exemple les 4 du coin, etc., ou faire un T, etc. Là aussi, dès que vous faites, boum, vous en déposez 2. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alors vous allez avoir une complexité supplémentaire. Dès que vous êtes le premier, par exemple, à cacher tous les soleils, et uniquement le premier, bam, vous pouvez vous débarrasser des 2, enfin 2 esprits. Vous allez aussi avoir des pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer, qui vont vous permettre d'accélérer ou de vous simplifier la mise en place de vos tuiles. Vous en avez un par exemple, c'est vous ignorez le symbole de sortie, etc. C'est un jeu excessivement complexe a priori, mais pourtant il est très simple. Il est magnifique et sublime. Par contre, il n'est pas abordé du plus bas âge, donc c'est pour ça que j'ai plus mis en jeu famille qu'en jeu pour enfants. Mais il a ses chances, selon les limites d'âge pour lesquelles il le mettrait, en As d'or enfant. Très certainement même en Kinderspiel l'année prochaine, mais vraiment très cool. Je vous le conseille vraiment de le tester ou de regarder des vidéos sur des parties de Tulico. C'est un jeu incroyable, incroyablement beau, incroyablement fou. Autre jeu, Petit Soldat. Je pense que vous n'avez pas pu rater les annonces de Petit Soldat. C'est un jeu incroyable puisque en gros vous allez faire une guerre de petits soldats. Et l'avantage les amis, c'est que vous n'avez pas à ranger votre table. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez de tout et n'importe quoi. Vous avez des gobelets, vous avez des tasses, un pot de fleurs, la boîte du jeu. Pourquoi? Parce que ça vous fera votre zone de combat en fait et c'est vachement cool. Tout ce matériel-là, en dehors des tasses, etc., est fourni dans la boîte. C'est pour ça qu'il coûte un peu cher, il coûte 25 € si je dis pas de bêtises. Et vous allez pouvoir avoir donc des différents trucs. En gros, vous allez pouvoir juste envoyer des grenades, vous allez avoir des téléporteurs, vous allez avoir une catapulte, etc. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec tout ça. Vous faites votre choix. Donc c'est incroyable. C'est un jeu de société basé sur les petits soldats de plomb de quand on était enfant. C'est incroyable, c'est super. Vous pouvez jouer à 2, je crois à 3 aussi ou à 4. Alors à 3, je sais pas du tout comment ça se passe, mais à 4 en gros c'est en équipe de 2. Donc assez sympa, vraiment assez sympa pour jouer. Si défaut, c'est juste que quand vous êtes à 4, vous devez vous diviser les jetons jaunes et il n'y a pas de moyen de vraiment les savoir lesquels sont. A priori. Bon, après, vous avez les cartes, techniquement. Hein. Moi, j'ai pas joué, mais on m'a dit ouais, il y a un souci, c'est qu'on peut pas vraiment voir tout ça, donc c'est un poil problématique. J'ai dit non. Non. C'est un petit peu problématique là-dessus, mais vraiment pas tant que ça. Donc je vous le conseille, franchement, assez intéressant ce jeu-là. Ça peut être un cadeau pour mon père qui n'est pas très jeu de société. Il fait des efforts, mais bon, et vraiment les règles sont très simples. Autre jeu familial, Boutonville, jeu Ravensburger. Là encore, non, je ne suis pas du tout sponsorisé par Ravensburger, et c'est ça le couac, mais je fais la publicité de fou pour Ravensburger, vous pouvez le voir. Boutonville est un jeu insane. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une boîte où vous allez choisir des familles. Donc, selon les familles que vous allez choisir, votre partie sera différente. En choisissant ces familles-là, vous mélangez et vous avez votre nouvelle partie de fête. Donc, par exemple, là, le joueur prend Pablo le peintre, donc ils vont jouer avec Pablo le peintre, mais à la place de Pablo le peintre, il pourrait prendre un autre personnage bleu. Je ne rentre pas dans les détails sur la mise en place. Et donc, il n'aura pas l'effet de Pablo. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est la rejouabilité quasiment à l'infini. Quel est ce type de jeu? Alors sachez que c'est un type de jeu que j'aime pas spécialement, hein. C'est le même genre de jeu que Sgt Pepper, etc. C'est des jeux de collection. Vous allez choisir dans la rivière ou dans la pioche 2 cartes. Je rentre pas en détail là-dessus. Puis vous allez pouvoir jouer une famille depuis votre main. Vous allez pouvoir jouer des tableaux de peintre, vous pouvez les jouer en partie ou tous ceux de votre main. Vous n'êtes pas obligé de tous les jouer, hein. Vous n'êtes même pas obligé de les jouer si vous avez une famille. Une fois que c'est fait, vous allez faire l'effet potentiellement associé au personnage. Et c'est là que ça devient un peu plus intelligent et plus complexe que un simple jeu de collection. Puisque ça va être, est-ce que vous allez la jouer maintenant ou pas? Parce que des fois, vous allez avoir des effets qui vont vous embêter un petit peu.
Est-ce que vous allez attendre pour avoir plus d'effets ou autre chose? En plus de cela, particularité du jeu, et c'est là que j'aime beaucoup. Par exemple, ici, vous avez Dina, Dina la diva, je crois, qu'elle s'appelle. Il a une famille de 1. S'il rejoue des Dina la diva, dans ces cas-là, la baronesse, non, c'est Dina la baronesse. Dina la baronesse, il ne la jouera pas dessus, il refera une famille de Dina la baronesse. À la fin de son tour, il devra choisir d'en garder qu'une seule. En règle générale, la famille à 1, vous allez la retirer, bien évidemment. À la fin de la partie, comment est-ce qu'on compte les points? Pour chaque famille, vous allez compter le nombre d'éléments. Vous en avez 1, vous gagnez 1 point. Vous en avez 2, vous gagnez 3 points. Si vous en avez 3, vous gagnez 5 points, etc. C'est exponentiel. Donc le but, c'est vraiment de jouer des familles assez conséquentes. C'est vachement intéressant, c'est vachement cool. C'est incroyable, c'est débile, mais incroyable. Les dessins sont fous. Je vous invite à regarder. En plus de ça, il y a des références. Pablo le peintre. Voilà, vous allez avoir Lancelot l'aventurier pour Lancelot du lac, vous allez avoir Marty le voyageur du temps, enfin voilà, vraiment il est fou, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les références bien évidemment, moi je les connais pas toutes, mais en vrai ça fait plaisir de les avoir, ça fait cool de pouvoir les jouer. Alors je vais pas parler d'autres jeux parce que dans la même catégorie qui aurait sa place dans l'Asdor, ça pourrait être de certains jeux d'ambiance que j'ai mis un peu à part, puisque c'est des jeux familiaux mais que vous pouvez aussi jouer entre potes en apéro. Mon préféré, et non des moindres, va être Machu Picchu. Alors je vous en présente maintenant cette boîte, puisque ça fait depuis 1 an que je les suis, je surkiffe le jeu, je surkiffe l'équipe, qui est maintenant distribuée par ces Gigamic. C'est un jeu incroyable. Est-ce que vous connaissez Double? Est-ce que vous connaissez Taco Shabuchi's Pizza? Est-ce que vous connaissez tous ces jeux de Juggle Speed, etc. de rapidité? Oui? Ah vous savez jouer, sinon je vais vous expliquer très simplement. Chacun va avoir un paquet de cartes. Voilà. Vous, à votre tour, vous retournez et vous la mettez sur votre paquet de cartes. Voilà. Et en disant la syllabe. Donc par exemple, hop, je révèle Chou, Ma, Pi, etc., etc. Et là va être toute la règle du jeu est finie là-dessus. Cependant, vous avez aussi une piñata Machu Picchu en plein milieu. À quoi sert cette piñata? Si vous positionnez, donc par exemple, imaginons je pose le Pi qui se trouve ici. Vous allez regarder les différents lamas présents sur les autres tas. Si un lama présente le même accessoire, vous êtes en défi. Donc moi là, avec ma carte Pi, je suis en défi, et uniquement en défi, en duel, avec celui qui a joué le Chou. Jeu de rapidité sur les 2 joueurs, il faut être le premier à taper sur la piñata. Le dernier récupère donc les 2 tas et les met dans son deck. Attention, il y a des pièges comme vous pouvez le voir ici. Là, vous avez des lunettes. Hein. Bon, c'est un piège assez facile. Mais vous allez avoir, par exemple, ici, si vous voyez bien en zoomant, juste à regarder quand vous aurez la boîte entre les yeux si vous êtes intéressé. Eh bien, vous avez par exemple le couvre-chef indien à 3 plumes ou à 5 plumes. Donc, c'est 2 couvre-chefs, enfin 2 accessoires différents. Précision en plus de ça, parce que je vous dis qu'il faut prononcer la syllabe. À quoi ça sert? Si vous faites la suite Machu Pi, dans ces cas-là, il faut taper tous en même temps sur la piñata et le dernier à taper récupère les paquets de tout le monde. Le but est d'être le premier à ne plus avoir de cartes dans son paquet de cartes. Alors, jeu de rapidité simple, efficace, de 2 à 10 joueurs. Et sachez que à 2, c'est moins fun qu'à 10. Mais j'ai joué à 2, à 3, à 4, à 6. C'est tout aussi plaisant d'y jouer de 2 ou à 10. Vraiment, juste que vous serez un peu plus stressé quand vous êtes à 2. Parce que vous allez dire, ça vous retombe plus souvent dessus. Par contre, à 6, ça va être un peu plus calme et surtout, il va falloir être vachement faire attention à tous les paquets de cartes, bien évidemment, un par un. Vraiment, très petite boîte, en plus de ça, très sympa. Et le graphisme est cool. Sachez le spoiler, petite information que j'ai donnée à mon commercial à Vichy, c'est que vous avez un lama ici, et ce lama-là n'est présent sur aucune carte du jeu. Voilà, sachez-le, c'est le lama le plus cool de Machu Picchu. C'est le roi des lamas. Deuxième jeu que je vous conseille, c'est Blind Jack. C'est un jeu de blind test, de connaissance, de culture générale. Le but, c'est de répondre à des questions sans dépasser 21. Ça joue en 2 équipes. Après, vous pouvez jouer donc à 12, etc. On s'en moque, vous faites comme vous voulez. Vous allez piocher une carte. La réponse se trouve au dos, donc les adversaires vont voir la réponse. Vous allez lire le nombre d'outils dans la boîte à outils emmenés... Non.
Nombre d'outils dans la boîte à outils premier prix d'Inter. Là, vous avez estimé. Le but, c'est pas d'avoir la bonne réponse. Vous allez peut-être dire, bon, je dirais 5. Voilà, bah, pas de discussion. Vous la mettez dans cette position-là, donc réponse cachée. Et vous allez avancer votre pion. Ça sera au tour suivant, deuxième, dès qu'il aura répondu, à votre tour. Nombre d'yeux d'une moule. Non, d'une pieuvre. Je sais pas ce qui est marqué. Là, vous allez dire les réponses entre 0 et 10. Bah, j'ai dit 5 tout à l'heure. Donc là, je vais dire par exemple le nombre d'yeux d'une moule 0. Donc bah, 5 plus 0, je reste à 5 sur le petit scoring. Par contre, si vous allez dire par exemple le nombre de minutes que veut faire un escargot pour le tour de la boîte, je vais peut-être dire 1 minute. Et dans ces cas, 5 plus 1, 6, donc j'avance. Dès que je pense que ma somme de mes réponses dépasse 21, je vais m'arrêter. Je ne veux pas dépasser 21. Je vais dans ces cas-là donner la carte à mon adversaire et il va choisir de soit la récupérer, soit, et donc de continuer tout seul, soit eh bien, de s'arrêter là et dans ces cas, on va s'apprêter au scoring. Dès que les deux équipes ont arrêté, on va retourner les différentes cartes et on va faire le vrai score. Donc on remet à 0 les compteurs, on fait les décomptes total. Et le but étant d'être le plus proche de 21 sans dépasser. C'est un jeu de culture G incroyable puisque vous n'avez pas à dépasser. Il y en a d'autres hein, de jeux de culture générale là, mais j'aime beaucoup celui-là parce que c'est un petit format. Vous avez le plus proche gagne qui est dans le même genre de format avec des médailles. J'ai pas pensé d'ailleurs à le mettre, mais c'est vraiment dans le même délire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes réponses. Le but c'est d'être le plus proche et d'essayer d'avoir une bonne estimation. Donc vraiment, je vous invite à regarder donc Blind Jack, c'est vraiment mon coup de cœur. Vous avez aussi, et bien évidemment j'en fais la pub parce que ce sont des gens incroyables, donc le plus proche gagne, boîte orange avec des médailles, ce sont ceux qui font Dossier criminel. Ils ont fait aussi un autre jeu Cancre, que j'aime beaucoup, mais malheureusement il fait un peu moins parler de lui, mais bon voilà, il est vachement sympa. Donc là aussi, plus de culture, enfin pas de la culture, de la mise au point. Je vous présenterai un jeu qui ressemble un peu plus à Cancre. Donc vraiment, intéressez-vous à ce jeu-là, ils sont incroyables. Autre jeu, ça va être Patouche, dans le même genre que Machu Picchu, jeu de rapidité, mais cette fois-ci avec difficulté variable. Si vous êtes pas bon, vous allez prendre des cartes, là les 3 cartes devant vous, vertes, qui sont des difficultés pas trop élevées. Si vous êtes trop fort, dans ce cas vous prenez 3 violettes et puis vous fermez votre bouche, voilà, et vous allez souffrir. En gros, comment ça se passe? Vous lancez les 2 dés, par exemple là 5 cartes, vous allez regarder, vous avez trouvé la carte, donc avec 5 cartes, boum, vous tapez, et si vous avez bon, dans ces cas, vous avancez votre petit cube. On avance comme ça au fur et à mesure. Dès qu'une carte va être révélée, vous allez avoir potentiellement, j'ai bien potentiellement une contrainte. Ici, vous voyez, vous avez un donut. C'est-à-dire que si, au lieu d'avoir 5 cartes, ici j'ai 5 donuts, il va falloir que, non pas je tape avec ma main droite, qui est ma main principale, mais ma main secondaire. Tapez donc sur les 5 donuts. Où sont les 5 donuts? Les donuts. Les 5. Ah, bam, je tape, mais avec la main gauche en disant pas touche. Dans ces cas, j'avancerai. Si je me trompe, dans tous les cas, je vais reculer, etc. Avec des contraintes. Il est vachement malin. Plus vous allez avoir des cartes donc violettes, plus ça sera compliqué parce que vous aurez double contrainte. Puisque par exemple, en violette, vous aurez par exemple donuts et 4. C'est-à-dire que vous aurez un problème. Enfin, vous devrez taper avec la main gauche si vous avez des donuts. Ou si vous avez des 4. Alors si vous avez 2, bah alors là, vous allez taper obligatoirement avec la main gauche. Sinon vous êtes un peu... enfin, vous êtes à côté de la plaque. Vous voyez pognon. Voilà au niveau de mes coups de cœur, j'espère que certains vous donnent envie au niveau des jeux famille et jeux d'ambiance. Autre jeu que je peux vous conseiller, c'est Mouton Mouton. C'est un jeu qui va se jouer alors soit en équipe, soit bizarrement, mais en gros ça va jouer en équipe. Le but c'est que je vais vous poser une question, par exemple, langue 2, 1, 2, 3, et l'équipe adverse va devoir répondre en même temps à la question, compléter la phrase. Certains vont dire par exemple vipère, chat, etc. Si tout le monde a donné la même réponse, dans ces cas ils vont gagner un point. S'ils se sont trompés, ils ne vont pas gagner ce point là, etc. Petit jeu assez rigolo, le but étant d'avoir les mêmes réponses que vos coéquipiers. Je trouve sympa, je préfère Cancre, même s'il a beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, le but c'est d'avoir le plus de réponses en commun avec tout le monde, et on joue en même temps, en plus de ça, c'est vraiment de chacun pour soi. Mais aussi d'essayer de piéger certains, pour faire en sorte qu'ils ne donnent pas la même réponse. Par exemple, si je vous dis sucré ou salé, chacun va répondre une réponse sur sa pièce à base, la révéler. Si on est 5 et il y en a 4 qui ont mis sucré, ils vont gagner un point. Celui qui a mis salé, comme c'est le cancre, hein, c'est celui qui a donné la réponse minoritaire et qui a qu'une seule réponse minoritaire, dans ces cas-là, il va perdre des points.
Pas tous, mais pas que un, en règle générale. Donc en vrai, il est plus sympa, je trouve, mais Mouton Mouton marche très bien. Les deux sont des petits formats en plus de ça, donc c'est cool. Mais c'est vrai que Mouton Mouton a l'avantage, c'est que le design des boîtes est bien plus sympa. Mais bon, moi je préfère Cancre, mais bon, voilà. Autre jeu, alors moi que j'aime moins, c'est Toy Battle, mais il fait parler beaucoup de lui. C'est un jeu aussi abstrait où vous allez vous affronter avec des plateaux variables. Vous avez plusieurs plateaux, donc des extensions possibles avec des plateaux autres. Voilà, c'est du Battle War, hein, enfin du War Battle, enfin bref, vous m'avez compris. Il est pas très compliqué, mais c'est un jeu à deux, je le trouve pas super sympa, pas super sensationnel. Je préfère Petit Soldat, vraiment dans le même genre d'univers. C'est deux jeux totalement différents, attention. Mais vraiment, je trouve... Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque pour Toy Battle, mais en vrai, ça marche très bien pour d'autres. Mais ça me manque un truc pour moi, en tout cas. Autre jeu, forcément, vous n'avez pas pu le rater, c'est Flip 7. Et s'il vous plaît, dites Flip 7 et pas Flip 7. Parce que quand j'ai des clients, j'essaie de ne pas les reprendre, mais c'est Flip 7. Flip 7 est un jeu de stop et encore. En gros, on vous dit, est-ce que tu veux une carte? Oui, on vous donne la carte, on fait l'effet, et on passe au jour suivant. Si vous vous arrêtez là, dans ces cas, vous vous arrêtez là et vous faites votre score. Si vous aimez le stop et encore, je vous conseille plutôt un autre jeu qui sera moins en rupture d'ailleurs parce qu'il fait moins parler de lui. C'est Hit, ou même sa version extrême, Hit Extreme. Vous pouvez jouer au Hit avec la boîte Hit Extreme, hein. C'est juste en gros, Hit Extreme c'est le jeu de base avec des extensions, une extension dedans, des cartes spéciales. C'est un jeu où au contraire vous allez décider de prendre une carte. Ok, est-ce que tu continues ou pas? Ok, etc. etc. Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Si vous vous arrêtez, vous allez avoir des cartes qui sont en suspens et quand ça sera votre tour, vous allez valider, ce seront des points. Attention, si vous révélez une carte qui a une couleur, donc une valeur, en l'occurrence, c'est la même chose, commune avec une carte qui est devant vous, vous perdez les points, en l'occurrence, de ce tour-ci, etc. C'est bien plus intéressant de jouer. Flip 7 a le désavantage, je trouve, que le loup-garou a, c'est-à-dire que dès que vous dites que je passe, je m'arrête là, vous ne jouez plus. Argument extrême, vous continuez. Et donc ça, c'est vachement cool et vous avez un peu plus moyen de vous embêter, je trouve. Mais bon, ça c'est mon propre avis. Est-ce que dans ces jeux-là, il y a des jeux qui vous intéressent, les amis? Au niveau famille, ambiance, tout ça? Bien évidemment, c'est pas parce que moi j'aime pas Flip 7 que vous êtes obligé de ne pas aimer, hein, bien évidemment. Chacun voit midi à sa porte. Flip 7, contrairement à Odin, a un avantage, c'est que vraiment il y a des cartes et des mécaniques, etc. Odin, je trouve ça... Alors désolé pour ceux qui l'ont acheté. Dommage que vous ayez acheté aussi cher le jeu, mais bon. Après, vous avez payé le graphisme. Hein. Par contre, oui, les graphismes sont beaux. Mais le jeu, je trouve pas non plus extraordinaire. Mais ça, c'est mon avis. Donc, vous pouvez y jouer avec un jeu de 50 de cartes. Enfin, deux jeux, je crois. Vraiment, ma petite section perso. Ces jeux-là. Si vous les trouvez, je reste sur Big Bang. Keisha, il reste sur Big Bang. Ah, t'aimes bien les jeux où il faut réfléchir, Keisha. Tu restes sur Big Bang, d'accord. Eh bien, dans ces cas-là, je vais vous parler des jeux initiés. Des jeux initiés, donc un peu plus de réflexion. Alors, il y a des initiés. Alors, le premier que je vais vous mettre, c'est... Alors, dans ceux que j'ai mis en initié, c'est mon préféré, mais pour moi, c'est plus un jeu famille. Mais attention, c'est pour ça que je joue alors que j'imagine bien. Le jeu dont je vais vous parler, c'est Roadmaster. Alors, pour moi, il n'est pas initié, mais bon... C'est de la programmation, mais très légère. Vous allez devoir programmer, faire de la logistique. En gros, vous allez décider 4 actions. Le but, avec ces actions-là, donc vous faites la première, la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, c'est de livrer des commandes, donc des colis, d'un point A à un point B. Ces commandes-là, comme vous pouvez le voir, c'est ici. Par exemple, là, vous devez prendre 2 cubes roses, qui sont notés par des B. Ça marche très bien pour les daltoniens. J'ai un ami daltonien qui joue très facilement. Et qui doit emmener sur le stock A qui est juste à côté. Ça va rapporter des points. Si à la fin de la partie vous ne les avez pas validés, vous n'avez pas fait votre contrat, hop, vous perdez 2 points. Vous allez avoir à respecter le code de la route, donc attention, les bouchons sont disponibles. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Plus vous serez nombreux, plus il va se passer des embêtements et c'est ça qui est cool. À 2 joueurs, il marche très bien aussi. C'est un peu plus stratégique d'ailleurs. Vous allez avoir des hangars où vous allez pouvoir faire le tour et donc ne pas être embêté pour faire de marche arrière. Par contre, s'il n'y avait pas la zone là que je pointe ici, comme je suis rentré en marche avant, il va falloir que j'utilise une action pour faire marche arrière. Dans le sens que je veux, bien évidemment. Donc vachement sympa, vachement stylé, j'aime beaucoup. Vous avez déjà 2 extensions incluses dedans, enfin même 3 quand on a les pénuries, puisque des pénuries peuvent arriver. C'est une extension avec juste des denrées périssables, donc c'est-à-dire que si vous les prenez, vous devez livrer le même tour. Et une extension avec des produits dangereux, des denrées explosives, c'est-à-dire que si vous roulez, vous allez risquer
de faire exploser toute votre marchandise et de la perdre. Donc c'est vachement cool, c'est vachement sympa, pas mal d'extensions possibles, j'aime énormément. J'en ai pris un pour moi, j'en ai pris un pour mon père. On a un en démo qui est en mauvais état, donc bon, comme je dis aux gens, c'est le salaire de la peur 2025. Pourquoi le salaire de la peur 2025, Roxy? Mais vraiment, j'aime énormément ce jeu-là. Ce jeu-là, en plus, ça est accessible. Il me semble qu'il est à environ 20-25 euros, donc c'est vraiment, vraiment super stylé. Je vous le conseille. Pour le moment, il y a vraiment... Après, on n'a pas eu beaucoup de jeux sans sas qui ont été annoncés pour nous de notre côté en début d'année prochaine, 2026, donc c'est pas non plus un grand problème. C'est un roman où le héros transporte le nitroglycéride. Ah oui, dans son camion. Oui, bah voilà. Et franchement, il est incroyable ce jeu. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. C'est moi mon coup de cœur de l'année en dehors de Tuico. Mais ça, c'est un autre débat. Autre jeu. Coexist. Coexist est un jeu qui se joue de 2 à 4 compétitif. À votre tour, vous aurez le droit à 3 actions différentes. Première action, vous avez faire une formation. Donc en gros, ça va être échanger des pions d'une certaine couleur en d'autres couleurs. Deuxième action possible, ça va être de jouer un peu sur votre plateau. C'est-à-dire que vous allez avoir des soignants, des soignants qui vont être là. Le but, c'est de valider des animaux si vous donc en les mettant dessus, parce que vos soignants ne seront pas sur des cartes, pas en réserve, ils seront sur votre plateau. Hein, ici. Vous allez placer, vous allez pouvoir donc vos animaux les sauver, les remettre en liberté et ainsi gagner des points. Le but étant d'être le premier à enfin, fin de partie quand il y en a un qui a 5 animaux mis en liberté, on finit le tour et on décompte les points. Ce sont ces animaux-là qui vont vous rapporter des points au maximum. Cependant, vous allez pouvoir aussi les relâcher. Relâcher un requin, par exemple, vous rapportera d'autres soignants, différents de ceux qui vous demandent. Donc ceux qui demandent sont sur ceux du dessus, là, qui sont en noir. Donc, faut voir les petits points noirs. Et les petits points blancs, ce sont ceux que vous avez si vous les mettez dans la réserve commune. Par contre, attention, en les mettant dans la réserve commune, vous allez avoir des lunes. Les lunes sont des pénalités. Donc des points en moins en fin de partie, etc. etc. Et troisième action, donc la deuxième action que je vous ai présentée, vous faites tout ce que vous voulez, autant de fois que vous voulez. La dernière action est la plus importante, vous aurez le choix entre soit récupérer des aides-soignants, donc des cartes avec des yeux comme ça, vous récupérez soit un, soit deux, soit tout, enfin comme vous voulez. Soit vous allez récupérer des animaux dont la somme en haut à droite est inférieure ou égale à votre prise. Votre prise initialement est de 10. Cependant, avec les lunes, vous allez diminuer. Potentiellement, vous arrivez jusqu'à 6, valeur minimale. Ou alors, vous allez pouvoir augmenter avec des effets, etc. Donc, c'est vachement intéressant. En plus, ça, les plateaux sont asymétriques. Selon votre plateau, vous allez scorer différemment en plus. Par exemple, la baleine ici, le plateau bleu, ça va être le nombre, 1 point pour chaque animal marin dans la réserve commune. La forêt, ça va être 1 point pour chaque animal forêt remis en liberté pour chaque joueur. Le plateau blanc, donc les oiseaux plutôt, ça va être 1 point pour chaque carte restante dans la pioche et dans la rivière. Tandis que le léopard, la savane, ça va être 1 point pour chaque lune présente sur un des plateaux de joueurs. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des stratégies totalement différentes. Donc je vous invite à vous intéresser, moi je trouve magnifique le design en plus de ça, le côté graffiti, tout ça, c'est vachement sympa. Donc je vous invite à regarder ça. Eternal Deck est un jeu initié, voire expert, collaboratif, vous n'allez pas communiquer, vous allez devoir essayer de deviner ce que font les autres pour essayer de remplir des missions. Je rentrerai pas forcément dans les détails, je vous invite à regarder des vidéos. C'est un jeu un peu plus complexe, c'est pour ça que je n'ai pas présenté, parler trop dans les détails des jeux experts. Pour moi, Eternal Deck était plus un jeu expert, mais bon, certains le mettent en initié, donc bon, pourquoi pas le mettre en initié. Il n'est pas si compliqué que ça, mais bon, les niveaux des fois sont hardcore. En plus ça, le design est assez cool. Par contre, il est en rupture actuellement, donc vous inquiétez pas, c'est pas qu'il est pas sorti, c'est juste qu'il est en rupture. Il revient en février, je crois, ou janvier ou février. Autre jeu initié possible, vous allez avoir Ink. Ink est un petit jeu à la Azul, tranquillou pilou. Le but c'est de créer votre petit plateau, un tableau building très sympa, une petite course à jouer. C'est pas mon type de jeu. Il est apprécié, il est beau. Par contre, gros défaut, c'est qu'ils disent qu'il est daltonien friendly. Leur système pour les daltoniens ne marche pas. Si vous avez des amis daltoniens, ils ne pourront pas y jouer, malheureusement. Clairement. Ça dépend du daltonisme, vous allez me dire, mais bon, ils pourront en règle générale pas y jouer.
Autre jeu collaboratif cette fois-ci, Tech Time, c'est un jeu de mission, vous allez devoir faire des petits, en gros, on va simplifier ça, des missions, mettre des cartes face cachée sur des bons endroits, etc. Vous avez quand même pas mal de missions, j'aime pas du tout le jeu, sachez-le, ça fait pas du tout partie de mes jeux, je suis l'un des rares je pense à dire ouvertement que j'aime pas le jeu, mais j'aime pas le jeu. Enfin voilà, il y a plein de raisons, je trouve que d'autres jeux font le café. Il y a un gros marketing sur Tech Time. Et ah oui, il y a une grosse com derrière, hein, il y a un gros billet. Ah oui. Bah t'inquiète, hein, de toute façon mon commercial m'a dit on a mis un gros billet pour qu'on en parle partout. Hein. C'est parce que tout simplement, potentiellement l'Asdor prochain, parce que malheureusement on en parle un peu trop et je trouve qu'il ne mérite pas ça. Franchement, je trouve surcoté. Et je suis pas le seul hein, à le penser, hein. Quand même il y en a d'autres. Je sais que je suis le seul à le penser, je dis non, j'y pense aussi. J'aime pas du tout Tech Time. Vraiment, le jeu dit ne t'amuse pas en fait, hein. C'est clairement simple et efficace. Si je dois réfléchir, je préfère jouer à des jeux comme Big Bang que Tech Time en fait. Il y a trop de chaos. En fait, contrairement à par exemple The Mind où en fait on révèle et donc on peut s'arrêter en plein milieu de partie. Bah là, vous allez faire des parties, vous n'allez pas révéler les cartes. Bon, des fois vous allez pouvoir regarder, enfin révéler tout ça. Difficilement, mais vous allez pouvoir le faire. Et c'est à la fin, dès que vous avez fait les combinaisons, bah, vous allez vérifier. Et est-ce que vous avez fait les missions ou pas, bah voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage. Vraiment, j'aime pas du tout le jeu, mais bon, chacun son voie midi à sa porte. Hein. Ça peut plaire à des gens, je peux comprendre. Hein. Moi, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Et je trouve cher pour ce que c'est, mais bon, ça c'est un autre débat. Les jeux experts, je vais pas rentrer trop dans les détails pour certains jeux. Je vais vite fait expliquer et faire des comparaisons. Tout d'abord, la Bohème. Alors, c'est pas forcément pour moi un jeu expert, c'est plus un jeu initié, mais il est entre les deux. C'est un jeu à la After Us. Vous allez avoir un deck building, il est incroyablement beau. C'est sur la thématique des artistes, donc des années 1008-1009. Thématique hardcore, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va parler de la jalousie, attrait pour la mort, etc. Enfin voilà, hein, le but c'est de créer votre journée d'artiste. Vous allez donc avoir des cartes dans votre main, vous allez devoir choisir 4 cartes et les mettre côte à côte. Vous allez avoir la possibilité de les améliorer avec des muses, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Juste le but étant que pour acheter des cartes, hein, comme dans un building, donc normalement il vous faut de l'argent, là ça va être des points d'inspiration. Inspiration. Pour les symboles, donc comme vous pouvez voir, les cartes ont des symboles divisés, là, coupés. Il faut que vous les remettiez côte à côte. Donc là, par exemple, j'ai un masque côte à côte, ça fait 1 point, 2 points, 3 points, j'ai 3 points d'inspiration. Vous avez des demi-symboles déjà sur les plateaux, asymétriques aussi, donc ça fait que vous allez avoir une stratégie différente. Et vous allez ainsi acheter des cartes. Donc c'est vachement intéressant, vachement stylé. Cependant, et ce que j'aime beaucoup dans Tech Time, dans la Bohème, je veux dire, contrairement à After Us, j'aime pas Tech Time, vous voyez, c'est que si vous jouez 4 cartes sur votre plateau, dans ces cas vous allez avoir un malus, vous allez avoir une malédiction, je sais plus comment ils appellent ça, un désarroi, donc sans abri, etc. Par contre, vous allez avoir une petite tuile que vous allez pouvoir utiliser chaque tour, hein. C'est pas ce que vous voulez utiliser que vous n'avez plus le droit d'utiliser, vous avez le droit de l'utiliser à chaque tour. À la place d'une carte, donc par exemple vous pouvez faire rose, bleu, hop, votre petite tuile est verte, donc vous allez perdre des yeux hein, potentiellement. Mais vous n'aurez pas de désarroi. Les désarrois sont des malus que vous aurez à avoir, à rajouter dans votre deck. Donc vraiment, je trouve ça intéressant. Et autre fun fact, c'est que par exemple, imaginons que j'ai 3 d'inspiration, j'achète un truc à 2. Donc j'ai un surplus de 1. En règle générale, dans le deck building, vous allez perdre, hein, vous le dites au revoir à ce surplus. Et bien pas là, vous allez avoir une petite réserve, cependant vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour acheter les cartes, vous allez pouvoir l'utiliser pour utiliser des pouvoirs d'atelier. Donc par exemple, piocher les cartes, épurer votre deck, etc. etc. C'est vachement intéressant, c'est vachement malin, c'est vachement joli, c'est la Bohème, il est incroyable, je l'ai et il est fou, il a un mode solo, il a un mode coopératif, il a un mode compétitif, et il est à 36 € à peu près. Donc franchement, il est excellent pour celles et ceux qui aiment le coop, qui aiment le compétitif, qui aiment le mode solo, qui aiment le côté joli, qui aiment le côté mignon. Bah là, votre côté mignon, pas trop que ça. Enfin si, vous faites de belles journées, mais par contre, des fois, vous allez avoir des désarrois pas très jolis. Voilà. Vous allez avoir Critter Kitchen justement qui se trouve juste à côté de moi. C'est un jeu où le but c'est que vous allez devoir récupérer des ressources en fait sur votre plateau. Donc c'est un peu du type pose d'ouvrier. Vous allez récupérer des ingrédients, les mettre dans votre cuisine. Le but c'est que vous allez devoir faire des recettes sur votre petite assiette pour les 2 concours de cuisine. Et vous allez avoir un critique culinaire. Cependant, le critique culinaire va avoir 3 contraintes. Les 3 contraintes sont face cachée, vous ne les voyez pas. Et là, vous allez me dire, bah, Trip, c'est exactement chaotique, aussi chaotique que Tech Time. Cependant, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des jetons rumeurs pour savoir, eh bien, les voir secrètement. La première contrainte, la deuxième ou la troisième, hein, qui sont représentés par des symboles. Vous allez avoir du scoring en cours de partie, vous allez avoir du scoring en fin de partie, etc. Il est vachement sympa, il est vachement stylé, il est vachement mignon. C'est avec des animaux qui font la cuisine. C'est super stylé.
clairement pas simple à appréhender. Il a un mode solo aussi, je l'étudierai, mais si ça vous intéresse ces jeux-là qui sont en mode solo, dites-le moi, je pourrais faire des parties ou des quelques manches lors des prochains lives de l'an prochain. Dites-le en commentaire. Royal Society of Archaeology, je n'en parlerai pas plus que ça, il est totalement fou, j'aimerais qu'il soit Asdor expert. Pour moi, c'est lui qui est vraiment expert. Asdor, incroyable, plateau épuré, plateau joli, plateau magnifique. Pose d'ouvrier simple, efficace, des combos aussi. Vous allez avoir 3 ouvriers, chaque année, vous avez 4 années en gros, chaque année vous allez poser chacun à votre tour un de vos ouvriers, donc en gros vous allez faire 12 tours. Vous allez devoir, ce sont des chercheurs qui vont faire des recherches donc archéologiques, donc vous allez avoir différents lieux, vous allez pouvoir soit faire des recherches, donc aller voyager et faire des recherches, vous allez pouvoir les mettre dans un musée, donc gagner en notoriété, vous allez pouvoir aller à l'université, prendre des cours, etc. etc. Le truc très intelligent de la chose, c'est que quand vous allez dans un lieu, c'est pas limité, et surtout vous allez avoir différents niveaux. Si vous êtes au niveau, quand vous jouez, vous le mettez au niveau 1 et que vous avez quelqu'un qui sont au niveau 3, dans ces cas, le niveau 3 va vous apprendre quelque chose, donc vous gagnez un bonus, et vous allez apporter quelque chose aussi à celui qui est le plus haut élevé dans le cadran. Donc ça c'est vachement cool, il y a une sorte de semi-coopération qui est vachement stylée. Vachement sympa, voilà, et l'auteur dans la région est super sympa, le travail est magnifique, le plateau est énorme, mais c'est pour que le plateau reste lisible, et ça c'est cool, hein, vraiment, il vous faudra de la place, mais en vrai, il est obligatoire, c'est pour rendre le jeu fluide et lisible. Je vais partir sur le dernier jeu, alors malheureusement, j'aimerais qu'il soit Asdor lui aussi, mais malheureusement, vu comment il s'est fait démonter, il ne le sera clairement pas. C'est Minos, c'est un jeu là aussi, vous restez sur plusieurs heures de partie. Comment ça se passe, chacun votre tour, après avoir lancé, une personne lance des dés, va choisir des dés, les positionner sur les petits trucs d'opération ici, et vous allez ensuite les résoudre dans l'ordre décroissant. Donc vachement stylé, franchement, si vous êtes intéressé par les jeux experts, il est super intéressant. Comme je dis aux gens, vous prenez 3 heures quand vous jouez à 3. Même si vous avez l'habitude, parce que tout simplement vous passez une demi-heure à choisir les dés, parce que vous allez falloir optimiser un maximum. Le choix des dés est important. La valeur des dés, la couleur des dés, l'emplacement des dés, c'est crucial en fonction des autres dés et en fonction des autres possibilités. C'est incroyablement fou. Vous allez passer un temps monstrueux pour chaque dé. Qu'est-ce qu'il peut vous donner comme possibilité? Et c'est fou, je vous le conseille. Voilà ce qu'il en est pour ce soir, les amis. Je vais aller très vite pour le Lorca Bourse. Donc comme ça, on va un peu prolonger certes le live, mais on va faire aussi des jeux surtout. Lorca Bourse, Whisper the Well, c'est là où il y a vraiment une chute des prix. Donc des monnaies qui passent de 26 à 23 euros, hein, qui repartent sur les 20 euros. Let's go, ça j'aime bien, j'aime bien. Il manque une. Hades qui passe de 40, hein, d'une quarantaine d'euros à 35 euros. Ça fait plaisir. Cendrillon de 28 à 25 euros. Elle commence à baisser, forcément, hein, le deck bleu est certes fort, mais bon, je la trouve pas si fort que ça, sauf dans le deck princesse qui est incroyable. Goliath de 18 à 15 euros, lui aussi mérite sa baisse, et Zaza de 13 à 11. Cependant, comme vous allez pouvoir le voir dans les autres sets Community, eh bien, The First Chapter, vous avez une petite hausse de Hades en achat pour le format Infinity. Bonsoir, mais c'est pas la meilleure idée d'acheter au mois de décembre. Rise of the Floodborn, eh bien, on a une rehausse de la bête héros tragique. J'ai pas de bêtises. Into the England, ça ne change pas. Tout est en dessous de 5 euros au niveau des légendaires. Le retour d'Ursula, vous allez avoir une rehausse de Sisu qui repasse dans la deuxième tranche. Donc qui passe à 7 euros, de 5 à 7 euros. Ciel scintillant, tout est fixe aux 50 centimes près. Mer Azurite, la mer Azurite, eh bien pareil, tout reste. Et malheureusement pour ceux qui n'ont pas le Maui, il reste toujours à 28 euros. Bon, moi j'ai le Play7 et j'aimerais bien le revendre dans ce cas. L'île d'Arcasia, bah là aussi ça ne change pas. On a Bagheera et Balthazar Picsou qui sont à la deuxième tranche et le Ptamatois à 30 euros. Le règne de Jafar, tout est en dessous de 5 euros. Hein. Même la réponse qui baisse hein, de 5 à 4 euros. Il y a Lilo et la Fée Clochette qui sont à 6 euros, mais c'est à peu près 5 euros, hein, on va pas se mentir. Il y a juste la Namari hein, qui reste à 24 euros. Elle est pénible, hein, elle veut pas descendre. Et Fabuleux, là, ça on va parler un peu plus chinois, puisque la Elsa repart à 1 euro. Le Hades à 9 euros. Et oui, la réédition, on rebaise. Tandis que Dumbo, il redescend à 45 euros. L'histoire de la vie, pareil, perdu ou gagné 50 centimes, etc. Ne vous inquiétez pas. Non, l'histoire de la vie, en fait, est passée normalement de 12 à 11, mais en fait, il y a un ou deux prix à 11, il y a un ou deux prix à 12, donc je me suis dit, voilà, c'est du 11,50, quoi. Hein, c'est un peu baissé. Voilà pour le Lorca Bourse. Passons maintenant au moment que vous attendez tous, le Lorca Quiz, donc à la question pour une carte
promo. Je vous rappelle, la semaine dernière, je vous ai posé une question. La carte promo, c'était Putting It All Together du film Zootopie 2. Donc cette carte, vous pouvez la gagner en répondant à la question: comment s'appelle l'animatronique de la T-Rex de Jurassic Park? Puisque chaque dinosaure a un nom dans le film, mais aussi un nom. Chaque dinosaure important du moins a un nom dans le film, mais aussi a un nom en animatronique. Et l'animatronique s'appelle Roberta. Tandis que le nom du T-Rex, le nom canon dans la franchise, c'est Rexy. Rexy dans Jurassic Park. Jurassic World, c'est d'autres noms. Donc voilà au niveau des noms. Et voici au niveau des participants. Nous avons Orgueil et Préjugé, la première, qui aura donc les numéros 1 et 5 pour le scindé. Jérémy 2 et 6. Emily Book 3 et 7. Tandis que Cynthia, donc Cynthia Florentin, a donc les nombres 4 et 8. On est le 15, 12, 15 moins 12, ça fait 3. Eh bien, on va lancer 3 fois le dé dans le vide. Une fois. C'est un dé de 20, c'est super. On regardera l'unité dans ce cas-là. 2 fois. 3 fois. Et donc, selon l'unité, qui va avoir la carte promo? C'est maintenant. C'est maintenant que le dé va décider qui va l'avoir, qui va l'avoir. Bah, personne ne sera décidé puisque c'est le 10, donc on relance. Et c'est le 12, c'est Jérémy qui a gagné la carte promo. Donc Jérémy, je te rappelle, je te l'envoie en janvier. Quand les fêtes sont passées, surtout qu'il y aura d'autres cartes à gagner, donc je t'invite, quand tu seras intéressé, à me contacter pour envoyer les cartes. Mais GG en tout cas à Jérémy. Il y en a un, il est content, il y en a un, il est content. Voilà au niveau du jeu. Voilà, je vais juste vous faire 2 petits quiz, voilà, pour vous féliciter. Et on va faire une séance complète. Tout d'abord, on va commencer par le Lorca Quote. Mais oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. The past can hurt, but the way I see it, you can either run from it or learn from it. Oh, Roxy, Rocky et Vixie. Et c'est en effet Rafiki, le mystérieux sage du 7-1. Mais oui, oh là là, Roxy Rocky connaît les citations encore du 7-1, c'est fou. Je pensais pour la piéger, mais non. C'est une bête des cartes. Passons maintenant au Lorca Pixel. Lorca Pixel, quelle est cette carte? Je vous rappelle, il n'y a plus que l'illustration. Quelle est cette carte? Nous n'avons qu'un pixel, ou 2. Quelle est cette carte? Un lieu? Non, on n'a que l'illustration, une partie de l'illustration, ok, ce n'est pas une carte. Vous avez que l'illustration, vous n'avez pas la carte en entier. Allez, on dépixelise. Gantou, non, ça manque de pixels. Ça manque encore de pixels. Allez, on commence à avoir des pixels sérieux. Mais non, ce n'est pas Gantou. Allez, là, ça devient un peu plus simple. Ah là là. Bah après, moi j'ai la réponse, donc forcément, là, je vois, mais... Ah, quel Monsieur Mouche? Déjà. Décris-le-moi, hein, je ne demande pas la version. Quel Monsieur Mouche c'est? Je crois que c'est le Rocky. Avec le crabe. Oui. Et c'est en effet l'unique Monsieur Mouche. Avec les pinces. GG Kelisha, hein, on peut dire clap clap à Kelisha. Franchement, le Monsieur Mouche... GG à toi, Ah, Keisha a donc soit de très bons yeux, soit des yeux pourris qui arrivent à voir les pixels.
J'ai de dégueulasser mes lunettes. En fait, j'ai nettoyé, mais j'ai dégueulassé en même temps. En plus, sinon, à moitié dessus. J'ai super illustration. Ah, mais elle est magnifique l'illustration. Sublime. Sublime ici. Allez, passons. J'adore cette carte. Passons Lorca Lorca GIF, j'y arrivé. On cherche une carte Saphir, une carte Saphir avec une baguette magique. Bah. Pareil, je vous demande pas la version, je vous demande juste de la décrire la carte. Quelle est cette carte Saphir avec une baguette magique? Bleu, Saphir, avec... Apparemment compliqué. Une épée. La faible bicolore. Non. Une épée. Quelle est cette carte? Faible guide spirituel. Oh, mais Roxoki. Pas besoin de me donner directement la version, tu peux me la décrire. Mais non. Ce n'est pas la faible guide spirituel. Quelle est cette carte? Ah, c'est complexe quand même, hein. Une épée et une baguette magique. Surtout dans Saphir. Et c'est bien une carte Saphir. La bonne fée violette et pas bleue. Ouais, voilà, je m'en doutais que... Non. C'est bien une carte Saphir, une carte bleue. Quelle est cette carte? Un bouclier. Comment ça? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte où on peut apercevoir une baguette, un bouclier, une épée? C'est pas simple, hein? Merlin. Non. Une horloge. Après, bien évidemment, ça peut être plusieurs baguettes, ça peut être plusieurs boucliers, ça peut être plusieurs épées, ça peut être plusieurs horloges. Au moins, on peut en apercevoir au moins une de chaque. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte avec cette petite horloge? Saphir. Bleu. Avec une baguette, un bouclier, une épée, une horloge. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Complexe, complexe. Ah, et ouais. J'ai bien taffé pour vous embêter pour le dernier Lorca Quiz de l'année 2025, hein, quand même. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Encore un indice? Allez, j'en ai des indices, j'ai des indices à vous donner. Apparemment, un serre-tête bleu, Cendrillon. Quel Cendrillon? Légendaire du 7-10. Et c'est en effet la légendaire blondasse avec des parchemins. Cendrillon, rêve qui se réalise. Ah, vous allez me dire, mais comment t'as pu trouver tout ça, Trif? Eh bien, bon, alors la blondasse, vous l'avez, les papiers, vous les avez, les horloges, ici, les horloges, les amis, le serre-tête, voilà. Et là, vous allez me dire, mais les trois premiers, tu les as foutus où, là, Trif? Eh bien, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Cendrillon, cœur vaillant, qui est représenté ici, donc avec son bouclier, et son épée. Et ici, eh bien, qui c'est-il qu'on voit là? Notre chère bonne fée Violette. Alors, c'est pas la bonne fée de Violette armurière, c'est la bonne fée Violette, il me semble qu'elle coûte 3. Mais elle aussi. Et on a sa baguette magique qui se trouve juste ici. Voilà. Ah, il y avait un peu de piège, les amis. Allez, les amis, pour vous remonter le moral, on va faire le Lorca des zooms. Lorca des zooms, je vous rappelle, j'ai zoomé sur une carte. Il va falloir trouver la carte. Quelle est cette carte où j'ai zoomé? Mais GG à toi, Roxy. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte?
Personne ne l'a, apparemment d'un indice. Ah, c'est compliqué, hein. Allez, on dézoome. Hey, hey, pas content. Non, ce n'est pas un hey, hey, pas content. Un hibou. Peut-être, peut-être que non. Quelle est cette carte que vous pouvez deviner? Mais elle est un peu compliquée. J'ai un petit peu abusé, je le sais. Allez. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah ah. Lotso. Non. Quelle est cette carte? Oh là là, mais facile. Crocodile. Ce n'est pas crocodile. Aïe aïe aïe. Et je suis sûr que cette carte-là, vous allez la revoir différemment maintenant. J'en suis tellement sûr. Quelle est cette carte, les amis? Je ne peux pas dézoomer plus, sinon vous avez la réponse. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Quelle est cette carte? Vous allez me le liserez en bas, c'est une carte rubis. Quelle est cette carte? Et là, vous ne faites qu'une seule chose, c'est voir le crocodile. Mais quelle est cette carte? Ça n'a pas un rapport du moins immédiat avec le crocodile. Crochet plus important. Ce n'est ni crochet ni plus important. Et en effet, Kelisha, c'était la planche. En effet, GG à toi, Kelisha. La vue est aussi unique que la fin. Donald légendaire. Ah là là, c'était en effet la planche, l'objet du set 4 dessiné par Roberto Gatto. Incroyable, incroyable, incroyable. Et oui, le croco Tic Tac est là. Il est là, il est là. Il était planqué. Ah ah, vous l'aviez vu? J'avoue que je me suis intéressé à cette carte-là récemment. Le chat est très lent. Ah ouais, le chat est très lent. Ouais, mais j'ai un problème de réseau avec des problèmes de réseau actuellement. Mais normalement, justement, après les vacances, je devrais avoir la fibre. Donc un peu plus stable, tout ça, que là actuellement. Et surtout que je ferai en sorte que le mette à un autre endroit. Mais donc voilà les amis, en tout cas j'espère que pour ce dernier Lorcana de l'année, eh bien vous aurez été contents. Il faut une quinzaine de secondes avant que nos commentaires apparaissent. Allez, je suis en période d'orage. Période orageuse, donc comme j'ai pas la fibre, oui. Mais l'année prochaine, tout ça changera. En tout cas j'espère. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez de la bûche, mais pas trop. Profitez des cadeaux, mais pas trop. Bon rangement pour les décorations de Noël après les fêtes, bien évidemment. Et encore une fois, bah profitez de Lorcana, profitez de la magie de Disney. On se dit donc à l'année prochaine les amis. Cœur sur vous. C'était Trif sur Lorcana. Et le mot de la fin, bonne fête à toutes et tous. Bye bye. Oui.